27 000 habitants et défenseurs faisaient face à une armée royale de 30 000 hommes. À cette échelle, un siège terrestre exige l'encerclement strict et continu d'une position. Mais La Rochelle possédait un accès direct et large à l'océan Atlantique. Tant que cette façade maritime restait ouverte, la ville pouvait importer du ravitaillement. Les mathématiques de l'attrition auraient dû favoriser les défenseurs soutenus par la flotte anglaise. L'océan offrait un espace de manœuvre que l'infanterie ne pouvait pas bloquer. Ce ne fut pourtant pas le cas. En l'espace de 14 mois, la population retranchée fut réduite de 70%. La famine, et non l'assaut direct, brisa la résistance de la place forte. Quel mécanisme physique a permis à une force terrestre d'annuler un avantage maritime aussi massif? La réponse repose sur la modification brutale de la géographie par l'ingénierie militaire. En août 1627, le cardinal de Richelieu déploie l'armée royale autour de La Rochelle. L'objectif stratégique n'est pas de prendre la ville par un assaut frontal immédiat. Les fortifications bastionnées rochelaises ont été modernisées et épaissies depuis plusieurs décennies. La géométrie de ces murs interdit une percée rapide par l'artillerie de campagne. L'approche choisie repose strictement sur l'isolement logistique et la compression de l'espace. Richelieu commande l'effort principal et supervise la mise en place des lignes. Face à lui, le maire Jean Guiton dirige la milice urbaine et la résistance. Le problème de l'armée royale est d'abord spatial et temporel. Côté terre, le déploiement exige la construction de réseaux complexes. 12 km de lignes de circonvallation et de contrevallation sont tracés en quelques semaines. Ces tranchées isolent la cité de l'arrière-pays agricole. Mais le port rochelais reste une faille béante dans ce dispositif d'encerclement. Le duc de Buckingham, commandant la flotte anglaise, contrôle l'île de Ré voisine. Il menace de ravitailler la cité avant l'arrivée de l'hiver. Les réserves de nourriture de l'armée assaillante sont elles-mêmes sous forte tension. Le fourrage pour les chevaux de cavalerie diminue à mesure que les températures baissent. Richelieu doit impérativement sceller le port avant que les tempêtes de novembre ne frappent. L'ingénieur Clément Métézeau propose alors une solution basée sur l'inertie des matériaux. Il projette de construire une digue monumentale de 1500 mètres de long. Cet ouvrage traversera le chenal pour fermer physiquement l'accès à la baie. Le chantier devient une course critique contre le climat et l'usure des troupes. Les vents atlantiques menacent de détruire les fondations avant même leur consolidation. Fin septembre, la flotte anglaise apparaît à l'horizon, alors que la digue royale est incomplète. Confronté à cette menace navale imminente, retireriez-vous vos navires pour engager l'ennemi en mer ouverte, ou les ancreriez-vous à la structure inachevée, au risque d'une destruction statique? Laissez votre évaluation tactique dans les commentaires. La construction de la Grande Digue débute sous une forte pression climatique en novembre 1627. Près de 4000 ouvriers et soldats jettent des blocs de pierre dans l'océan. Le courant marin au niveau du chenal complique gravement chaque phase de dépôt.
Le haut disperse les gravats avant qu'ils ne puissent atteindre le fond de manière groupée. Pour stabiliser la base, la méthode d'immersion est rapidement modifiée. 60 navires usagés sont lestés de maçonnerie, remorqués dans l'axe, puis sabordés. Ces épaves lourdes forment une fondation artificielle capable de résister aux marées. L'ouvrage s'élève peu à peu au-dessus du niveau moyen de la mer. La digue n'est pas seulement un mur d'arrêt passif. Elle est conçue comme une immense plateforme de tir s'avançant sur l'eau. Des batteries d'artillerie lourdes sont installées sur chaque segment consolidé. Leur portée croisée couvre l'avancée des travaux et protège les ouvriers exposés. Les défenseurs rochelais tentent immédiatement de perturber ce chantier par des sorties navales légères. Ils utilisent des brûlots, des navires chargés d'explosifs et de matières inflammables. Ces armes flottantes sont lâchées dans le courant avec la marée descendante. Mais la géométrie de la baie et les vents souvent contraires réduisent leur vélocité. Des centaines de pieux en bois sont enfoncés en amont de la maçonnerie principale. Ce réseau brise-lames stoppe les brûlots bien avant qu'ils n'atteignent la structure de pierre. En mars 1628, les passes navigables se réduisent à une simple passe sous contrôle balistique. La pression logistique s'inverse brutalement au détriment exclusif des assiégés. Les convois maritimes anglais ne peuvent plus franchir ce goulet d'étranglement. Le siège bascule alors dans une phase d'attrition biologique et mécanique stricte. Au début du printemps, les réserves de blé à l'intérieur de la ville s'épuisent. Jean Guiton ordonne un rationnement sévère des distributions de vivres aux miliciens. Mais la forte densité de population civile accélère inexorablement la consommation des stocks restants. L'architecture de la cité, cernée par des murailles épaisses, interdit tout espace de pâturage. Les chevaux de la cavalerie urbaine, les ânes, puis les animaux domestiques sont abattus. L'apport calorique quotidien des défenseurs chute rapidement sous le seuil de maintien musculaire. Cette carence affecte directement la mécanique de défense sur les bastions. L'effort physique nécessaire pour manipuler une pique ou déplacer un canon devient problématique. Le cycle de rechargement des mousquets ralentit face à l'épuisement des tireurs. Les rotations de garde sur le périmètre défensif perdent leur régularité. Le scorbut et le typhus prolifèrent dans les quartiers densément peuplés. La mortalité grimpe de façon mesurable, dépassant souvent les 100 décès quotidiens durant l'été. L'énergie manque pour creuser des fosses communes assez profondes dans le sol rocheux. Pour diminuer la pression sur les greniers, Guiton prend une décision strictement arithmétique. Il ordonne l'expulsion de la population non combattante. Plusieurs centaines de femmes, d'enfants et de vieillards sont poussés hors des portes fortifiées. Ces groupes s'avancent vers les lignes de tranchées royales pour fuir la famine urbaine. Richelieu applique alors une logique de confinement impitoyable sur le glacis. Les troupes assaillantes reçoivent l'ordre strict de maintenir une ligne étanche. Les mousquetaires français effectuent des tirs de sommation, plus des tirs directs. Ces salves repoussent la foule civile vers les murs de La Rochelle.
Pris au piège dans ce no man's land sans ressources, ils meurent simplement d'inanition. Leur présence dans le champ de tir bloque partiellement le feu des défenseurs. Aucune évacuation ou rotation de secours n'est autorisée par le commandement royal. Ce refoulement maintient la charge alimentaire et psychologique directement sur la garnison rochelaise. À l'intérieur, les soldats survivent en faisant bouillir des cuirs, des ceinturons et des semelles. La force physique de la garnison se fondre. Les brèches créées par les tirs occasionnels ne sont plus réparées par manque de main-d'œuvre. La continuité de la formation sur les remparts présente désormais de vastes espaces vides. La défense n'est plus qu'une façade soutenue par la géométrie intacte de la maçonnerie. Le périmètre tient encore, mais la capacité de riposte des assiégés s'éteint. L'armée royale, bien que ravitaillée, subit également la friction d'un siège prolongé. L'humidité stagnante des tranchées de circonvallation détériore l'équipement et favorise les maladies. Les lignes s'étendent sur des kilomètres, nécessitant une garde constante pour prévenir toute sortie. Les sentinelles doivent maintenir une vigilance de chaque instant face au brouillard côtier. Le tir régulier des batteries royales pilonne les superstructures de la ville. Chaque boulet percute les toitures et brise les cheminées, projetant des éclats de tuiles. Ces débris secondaires multiplient les blessures parmi les patrouilles rochelaises. La réparation des affûts de canon devient impossible pour les artisans de la ville. Le manque de bois sec et de force motrice paralyse la logistique interne. L'ultime tentative de rupture du blocus intervient au début de l'automne, fin septembre 1628. Une nouvelle flotte anglaise, commandée par le comte de Lindsay, arrive devant la baie. La force navale comprend une centaine de voiles prêtes à forcer le passage. L'objectif opérationnel est de percer la digue par un bombardement massif et concentré. Lindsay déploie ses navires de ligne et lance une série de brûlots lourds. Cependant, la physique de la construction dicte rapidement la dynamique de cet engagement. La digue, désormais achevée sur sa quasi-totalité, offre une surface de tir fixe. Les artilleurs français opèrent depuis des plateformes en pierre, parfaitement stables. Leur cadence de tir est régulière, soutenue par un approvisionnement continu depuis la terre. À l'inverse, les artilleurs anglais doivent compenser le roulis de la houle atlantique. Cette asymétrie de stabilité réduit considérablement la précision et l'efficacité du feu naval. De plus, les boulets anglais frappent des amas de moellons et de poutres intriqués. L'énergie cinétique des projectiles est absorbée par cette masse géante sans briser la structure. L'artillerie royale, postée sur la digue et les forts latéraux, sature le chenal. Les tirs croisés créent une zone de létalité qui interdit toute manœuvre d'approche lente. Le vent tourne, empêchant les navires de forts tirants d'eau d'avancer davantage. Après plusieurs jours d'échanges balistiques asymétriques, l'impasse physique devient évidente pour le commandement anglais. Le vent et la marée ne fournissent plus la force de pénétration requise. La flotte anglaise vire de bord et se retire définitivement de la zone. Cette retraite coupe la dernière ligne d'approvisionnement potentielle pour les défenseurs affamés. L'espace extérieur se referme, scellant le sort des survivants enfermés.
Le 28 octobre 1628, privée de tout espoir de secours, La Rochelle capitule. Sur les 27 000 habitants présents au début du siège, à peine 5 000 sont encore en vie à l'ouverture des portes. La densité des pertes illustre l'efficacité chirurgicale du blocus logistique. La plupart des survivants sont physiquement incapables de marcher sans assistance. L'armée royale investit une place forte rendue silencieuse par l'épuisement total. Ce siège a exposé les vulnérabilités fatales des forteresses côtières face à l'ingénierie de Blocus. Les murs les plus épais ne pouvaient compenser la perte de l'accès maritime. La capitulation de la cité a supprimé le principal port d'attache des forces protestantes. Cette défaite a accéléré la centralisation du contrôle militaire par la monarchie française. Elle est devenue un facteur déterminant dans la neutralisation des autonomies régionales armées. Soutenez la chaîne et partagez vos retours pour que nous puissions continuer à affiner la qualité de ces analyses.